Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Victoria. Je travaille pour le GPE. Je me trouve à Washington au niveau du secrétariat. Je suis avec mes collègues. Nous avons des experts qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont faire des exposés à Washington et à Cotonou. Il s'agit d'un webinaire et nous avons commencé cette série il y a quelques années dans le cadre du KICS et c'est vraiment à la demande des pays qui souhaitent réaliser des échanges de bonnes pratiques au niveau des pays. Ce webinaire permet aux praticiens de participer aux échanges de connaissances entre les pays partenaires pour répondre aux objectifs mondiaux du GPE. C'était un aperçu de cette série de webinaires du GPE. Avant de commencer la séance, je vous demande de bien vouloir respecter quelques règles. Si jamais vous avez des problèmes de connexion, je vous demande de nous envoyer un courriel si jamais vous avez des problèmes de connexion. Il y aura une séance de questions et de réponses après les exposés. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par courriel en utilisant la même adresse électronique webinaire@globalpartnership.com. Il s'agit d'avoir une séance interactive. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes vos questions. Et quand vous envoyez une question, je vous demande d'indiquer votre nom, votre poste, votre titre plutôt, et la personne à laquelle vous posez la question. Cette séance sera enregistrée. On vous enverra un lien à l'enregistrement après la séance. Le titre de la séance aujourd'hui s'appelle « Le financement basé sur les résultats du GPE, note d'orientation sur le financement de la part variable ». Des financements sont accordés aux pays et à partir de 2014, pour favoriser la mise en œuvre du PSE et pour améliorer l'équité, l'efficacité et les acquis scolaires, nous avons introduit le concept du financement basé sur les résultats. Les pays qui font une requête de financement doivent respecter l'obligation selon laquelle la part variable ne dépasse pas 30% du financement. Le GPE a élaboré une note d'orientation pour expliquer cette stratégie de la part variable. Je vais présenter les panélistes. Je vais vous envoyer leur biographie après la séance. Je vous présente David, spécialiste en matière d'éducation. Il étudie la santé et le développement. Il a été professeur à l'École de Londres pour la médecine tropicale. Je présente le secrétariat technique pour le Bénin, qui est en ligne avec nous. Monsieur Elias Wakijira, directeur de la mobilisation des finances en Éthiopie. Octavia, consultante qui travaille au pôle pour l'éducation à la Banque mondiale et qui travaille à la Banque mondiale. Il y a aussi deux autres personnes qui vont faire des exposés un peu plus tard dans notre séance. Je vais passer la parole à mon collègue David qui va introduire cette présentation. Il y a 4 présentations, 4 exposés prévus pour notre séance. On vous demande d'être aussi concis que possible. Je vais commencer mon exposé. La raison pour laquelle nous avons
organisé ce webinaire, c'est parce que le GPE a publié une note sur la part variable pour tirer des enseignements de cette expérience, à savoir le financement basé sur les résultats. L'objectif est d'expliquer l'approche préconisée par le GPE en la matière et pour donner des conseils aux pays qui vont demander ce financement. D'ici 2020, il y aura une 60aine de requêtes de financement, dont des requêtes pour la part variable. Et l'idée de ce webinaire est d'appuyer ce processus au niveau national, au niveau des pays. Ce qui plus est, en ce qui concerne la part variable, l'objectif est d'appuyer la mise en œuvre des stratégies et des plans sectoriels pour améliorer l'équité, l'efficacité et les acquis scolaires. Je sais que les participants connaissent déjà le GPE et la diapositive que je vous montre explique uniquement ce que c'est que ce partenariat que vous connaissez déjà. Et pour expliquer la gouvernance, il y a un conseil d'administration avec des représentants des PDP, des bailleurs de fonds, les organisations de la société civile, le secteur privé et les fondations. Il y a plusieurs comités au sein du conseil, dont le comité pour le financement et la performance, qui examine les requêtes de financement pour les ESPIC. Nous avons 3 objectifs stratégiques que vous voyez sur la diapositive. Je vais maintenant expliquer le modèle de financement. En 2014, nous avons modifié ce modèle. Auparavant, il s'agissait uniquement d'un financement avec une part fixe pour appuyer la mise en œuvre des plans sectoriels. Maintenant, il y a un nouveau modèle. Le financement est divisé en 2 parties, la part variable et la part fixe. Si les pays sont en mesure de réaliser les objectifs stratégiques du GPE, le pays peut recevoir la part fixe du financement. En ce qui concerne la part variable, il faut proposer une stratégie porteuse de changement capable de relier les résultats basés sur la performance et les objectifs. La part fixe ne doit pas dépasser 70% de la totalité du financement et la part variable ne doit pas être inférieure à 30%. Mais cela peut changer selon le contexte du pays, surtout si c'est un pays touché par la fragilité et les conflits. Cette image vous montre le plan sectoriel et la part variable. Des pays qui demandent la part variable doivent proposer des objectifs dans les 3 dimensions, équité, efficience, acquis scolaire. L'équité, c'est la question de l'accès. En ce qui concerne l'efficience, c'est la question de l'efficience interne et la prestation de services pour plusieurs indicateurs. En ce qui concerne les acquis scolaires, il s'agit d'examiner des objectifs visant à améliorer la qualité de l'apprentissage. Je pense que c'est la diapositive la plus importante. Il y a plusieurs types de financement basés sur les résultats. Le modèle du GPE est très précis en ce qui concerne ce financement. Le secrétariat reçoit un projet
de programmes, de documents et examine ces documents. Et voici les critères que nous recherchons. Les stratégies doivent être au niveau du système. Le secteur doit se trouver au cœur de ce modèle. Les stratégies doivent être fondées sur une théorie du changement solide avec une chaîne de résultats claire et logique. Des indicateurs et objectifs doivent être liés au financement, permettant de mesurer les progrès dans chaque dimension, équité, efficacité et acquis scolaire. Et il faut avoir un niveau d'ambition adéquat, réaliste. Certains experts vont expliquer cet élément, car c'est peut-être l'élément le plus compliqué, le plus difficile. Enfin, des plans pour la vérification des résultats et le mécanisme de décaissement doivent être présentés dans ce document. Je propose de sauter cette diapositive. C'est un nouveau mécanisme, un nouveau dispositif. Il existe des lignes directrices qui se trouvent sur notre site Internet. Je ne vais pas expliquer tous les critères que nous avons employés pour fixer les critères, mais j'aimerais parler de notre expérience jusqu'à présent. 21 SPIG ont été approuvés avec une part variable, mais à cette date, on ne peut pas mesurer l'impact parce que ces projets n'ont pas encore été clôturés. Cependant, 6 pays ont adopté une part variable en 2015 et en 2016. De plus en plus, nous voyons des requêtes où la part pour le financement basé sur les résultats est plus importante qu'auparavant. Je peux vous faire part de quelques enseignements que nous avons tirés de cette expérience, quelques expériences préliminaires. Les pays partenaires entament un dialogue politique après l'approbation de ces documents, mais cela risque d'entraver le processus. Alors, nous préconisons des débats, des consultations qui prennent un certain temps et qui doivent se réaliser aussitôt que possible. Il y a parfois d'autres difficultés. Quand les cibles proposées ne sont pas suffisamment ambitieuses ou ne sont pas liées à la part fixe du financement. Si, par exemple, il s'agit de construire 50 salles de classe, il faut que cela soit séparé de la part variable, ou bien la théorie du changement n'est pas bien explicitée dans les requêtes de financement. Ça, c'est un problème que l'on voit parfois. Si 70% du financement concerne l'élaboration d'une stratégie pour la formation continue professionnelle, c'est peut-être lié à la théorie du changement, mais ce n'est pas suffisamment ambitieux. Il y a d'autres stratégies pour la gestion des risques. Il y a parfois des risques liés à ces projets. C'est la raison pour laquelle il faut bien expliquer cet élément, expliquer les dispositifs de décaissement. Il y a aussi d'autres indicateurs qui permettent un décaissement partiel dans certains cas. Et il faut faire en sorte qu'il existe des arguments pour les indicateurs et les cibles. C'est ce que vous voyez dans le document. Alors maintenant, là, dans la diapositive, ce que nous avons vu également, et je pense que certains des collègues vont évoquer ces questions également, c'est que
La vérification des résultats parfois demande plus de temps, plus d'argent et plus de savoir-faire que ce qui était prévu. Parfois, les difficultés primaires se trouvent dans la sélection des indicateurs qui permettent vraiment de mesurer les attentes et la présentation de cibles bien définies, ce que ne comprend pas les budgets parfois pour les vérifications et des données qui sont en conflit avec les analyses provenant des ministères et des vérificateurs indépendants, ce qui parfois peut retarder les décaissements et parfois peut entraîner une annulation du financement de la part variable. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci David pour cet aperçu très rapide de ces informations ainsi que d'avoir partagé ces expériences des pays qui ont déjà connu cette expérience et d'avoir évoqué les difficultés et les risques. Maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation qui va présenter une étude de cas pour nous permettre de mieux comprendre la réalité et les expériences que l'on a eues dans la mise en œuvre de ces activités. Nous allons entendre de la part de Bénin. Et donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Au niveau Moi, on m'appelle Aton Raoul. Je suis le secrétaire technique permanent de la mise en œuvre du plan sectoriel du secteur de l'éducation. Donc, je m'en vais vous présenter l'expérience du Bénin en matière de l'élaboration de la part variable du projet qui a été soumis au GPE. Donc, ma présentation s'articulera autour de 6 points. Premièrement, je vous ferai la présentation du processus, comment ça a été, et la présentation des indicateurs qui ont été retenus, ainsi que les activités qui vont permettre à leur réalisation. Également, on aura à suivre une présentation du processus, c'est-à-dire lié au conseil de consultation et les différents ateliers, c'est-à-dire le processus de consultation. Ensuite, le conseil que nous pourrons donner aux autres pays pour s'inspirer de ce qui a été fait au Bénin et les différentes étapes, particulièrement les difficultés qui ont été rencontrées lors du processus. Enfin, nous aurons un conseil à donner s'il y a à reprendre le processus. Il faut voir si tu peux. OK. Demande. Non. J'ai le HTML. Demande. Il faut leur dire de t'accorder quelques minutes pour OK. Je demande quelques minutes pour que nous puissions mettre en ligne ma projection. Oui, ça marche chez toi? Prends le fichier, viens ici. Assois-toi ici. C'est intéressant. Ça a disparu. Bon, comme tu as fait demande un mot de passe. Ça va jouer sur ton temps. Hein. Donc, il vaut mieux que quelqu'un soit en train de faire la présentation, lui sera en train d'arranger pour présenter. Oh. C'est ce que je te propose, quoi. Tu continues. Tu as ça sur ton ordinateur. Continue à parler, lui. Okay. Comment tu as libéré le fichier? C'est lui là. D'accord. Okay. Amène le micro. Hein? Non, le micro, tu passes. OK, d'accord. Donc, toutes nos excuses. Nous allons reprendre. Si vous estimez que c'est utile, vous pouvez peut-être commencer votre exposé pendant que vous vous arrangez au niveau de la présentation et ensuite on pourra partager l'exposé de la présentation des transparences par la suite. OK, merci beaucoup. Donc, comme je le disais à l'introduction, le premier point de la présentation est relatif à la présentation des indicateurs de la part variable. Donc, conformément aux 3 dimensions que vous aviez présentées tout à l'heure, concernant les résultats des apprentissages, au Bénin, nous avions retenu de mettre en place et rendre opérationnel un système d'évaluation des acquis scolaires à l'enseignement primaire. Donc, pour
arriver à atteindre cet objectif-là, quelques activités nous allons mettre en œuvre quelques activités, notamment la mise en place d'un service d'évaluation, c'est-à-dire d'une unité au niveau du ministère en charge de l'enseignement primaire qui va apporter cette action. Ensuite, nous avons la réalisation d'une évaluation nationale qui sera réalisée sur les axes d'apprentissage pour ce qui concerne les classes de CP et de CM1 en français et en mathématiques. Aussi, comme activité, il s'agira d'organiser des ateliers au niveau des directions départementales et des régions pédagogiques qui sont sous cette direction départementale. Aussi, au niveau de l'efficience, là également, il s'agit d'accroître le taux moyen national de promotion dans l'enseignement primaire, qui passera par l'extension de la politique des sous-cycles au niveau élémentaire et au niveau moyen. Sur le plan de l'équité, réduire la différence entre le ratio élève-maître communal, le plus élevé, et la moyenne nationale pour le même indicateur. Au point 2, ce qui concerne la présentation du processus, je dirais que le processus a démarré par un premier atelier qui a eu lieu en juin 2018 et qui a connu la participation de l'ensemble des parties prenantes au processus d'élaboration du plan PSE. Cet atelier a eu lieu un peu après l'adoption du plan sectoriel de l'éducation et c'est au cours de cet atelier que nous avons une meilleure perception de comment passer à l'identification de ces indicateurs. L'objectif principal de cet atelier, c'est d'avoir une meilleure compréhension, comme je disais tantôt, et aussi d'identifier, de décrire les indicateurs de la part variable du projet. Plusieurs séances ont eu lieu pour affiner ces indicateurs et également les activités qui l'accompagnent. Également ont été organisées des séances de validation, notamment le GLE, qui a validé, les membres du GLE qui ont validé le projet du programme qui comprend la part variable le 19 novembre 2018. Comme conseil à donner aux autres pays, il va falloir déjà en amont intégrer dans le processus d'élaboration du plan sectoriel la clarification du concept de la part variable pour une appropriation par les parties prenantes au processus, ce qui facilitera l'identification des indicateurs à mettre dans la part variable des projets de financement du GPE. Aussi, identifier les activités à financer sur la part fixe et celles à financer sur la part variable. Au cas où le gouvernement ne peut pas assurer le préfinancement de la part variable, il va falloir décaler de quelques mois, voire un an, les activités du projet à financer à partir des ressources de la part variable, étant donné qu'il faut au préalable remplir les conditions de décaissement et mobiliser les ressources. Nous proposerions également qu'il faut simplifier les règles ou formules de calcul en rendant, si possible, les tranches professionnelles aux résultats atteints. Sinon, identifier un nombre réduit de sous-indicateurs de processus simples et pertinents pour l'atteinte de l'indicateur. L'étape suivante est particulièrement liée aux difficultés. Les difficultés rencontrées se résident dans la sélection des activités les plus pertinentes pour atteindre les indicateurs. Aussi, nous avons rencontré des difficultés au niveau de la répartition annuelle du montant de chaque indicateur en fonction des activités ou cibles retenues. L'identification des sous-indicateurs du processus ont constitué également des sources de difficultés pour le processus. Comme conseil, au cas où on aura à refaire, je l'avais déjà dit tantôt, il va falloir que, en amont, comme je l'avais dit, que dans le processus d'élaboration du plan sectoriel d'éducation, que le concept de la part variable soit partagé par tous les acteurs impliqués dans le processus afin de permettre une facilité à identifier ces indicateurs qui seront repris
est dans le processus d'élaboration du projet à soumettre à l'approbation du secrétariat du GPE. Donc, voilà, de manière ramassée, ce que j'ai pu vous présenter pour ce qui concerne l'expérience du Bénin en matière d'élaboration du programme, notamment la part variable du projet de GPE qui a été soumis à votre approbation. Je vous remercie. On était ici. Je vous remercie pour votre exposé très détaillé concernant l'expérience de la part variable au Bénin. À l'heure actuelle, nous allons entendre parler d'une autre expérience de l'autre côté du continent, c'est-à-dire de l'expérience en Éthiopie, qui sera présentée par M. Elias Wakijira, qui est le directeur de la mobilisation des ressources au sein du ministère de l'Éducation. Merci Victoria. Et je remercie aux participants d'être présents pour cette séance. Je souhaite présenter deux expériences d'Éthiopie et ensuite donner quelques observations par rapport au secteur de l'éducation en Éthiopie et ensuite parler du financement du projet qui a commencé sa mise en œuvre en septembre 2016 en Éthiopie. Il s'agit d'un pays où il y a une population de plus de 100 millions de personnes et nous avons à peu près 39 établissements scolaires dans notre pays et à peu près 700 000 enseignants au sein de ces établissements. Au cours des 2 dernières années, le gouvernement d'Éthiopie a essayé de mettre en œuvre un programme de l'éducation universelle et s'est engagé également à accélérer l'atteinte des ODD dans le cadre de différentes stratégies d'amélioration de l'apprentissage. Nous sommes dotés d'un plan sectoriel de l'éducation dans le pays qui constitue les fondements pour l'ensemble des projets qui sont mis en œuvre. Voilà donc les différentes activités qui ont été entreprises dans le cadre de ces objectifs. En ce qui concerne le financement pour l'éducation, nous remplissions les critères pour quelques millions de dollars. Et donc 70% que nous avons demandé, c'était pour la part fixe et une trentaine de pourcents pour la part variable. Pour ce qui est de la mise en œuvre, pour le dossier d'investissement du projet, nous avons identifié un objectif qui permette d'améliorer l'éducation primaire. Et il fallait le voir dans la composition actuelle de notre pays, qui comprend 9 régions au sein de notre fédération. À partir de cet objectif du projet, nous avons préparé un plan d'action détaillé qui était fondé sur l'exécution des différentes composantes en fonction du budget que nous avions et d'autres considérations. Nous avions des orientations donc détaillées, un plan détaillé qui a jalonné notre technique de mise en œuvre. Avant le programme, pendant l'élaboration, au niveau de la direction du ministère de l'Éducation, il y a une forte implication dans cette conception dès le départ. Nous avons fait impliquer des groupes techniques également, c'est-à-dire ces comités techniques qui ont permis aux bailleurs de fonds de s'impliquer également. Nous avions donc ce soutien technique et des bailleurs dans le cadre de ces plateformes.
ce qui nous a permis d'étudier l'ensemble des dimensions du projet dans le comment et dans le quand de la mise en œuvre de ce projet. Il y avait ces indicateurs DLI, c'est des indicateurs qui servent de base au décaissement. Et nous avons étudié également les différents volets d'efficience dans le projet. En ce qui concerne les objectifs pour les résultats d'apprentissage, il y avait l'amélioration de l'éducation primaire dans les régions où il y avait le plus grand nombre d'établissements qui connaissaient les niveaux les plus faibles. Et dans chaque établissement, nous avons établi des standards et établi des processus d'intrant et d'extrant. Nous avions donc sélectionné une seule région avec les établissements, ou le plus grand nombre d'établissements plutôt à ce niveau 1. C'était des régions pastorales. Ensuite, nous souhaitions également améliorer l'environnement de l'éducation dans chaque salle de classe, en facilitant également l'éducation de la petite enfance. Et il faut savoir qu'en Éthiopie, nous avons l'un des pays qui a vraiment essayé de mettre en œuvre des actions pour améliorer l'éducation dans la toute petite enfance. Et dans ce projet, nous avons considéré ce volet d'accélérateur pour l'éducation pré-primaire dans le cadre des activités. Cette part variable nous a servi donc de moteur de formation pour ces enseignants pour améliorer les acquis scolaires. Nous avons vu également la question de l'égalité des sexes dans les établissements et nous avons travaillé en collaboration avec les proviseurs et les chefs d'établissement. Nous avons impliqué également dans ces différentes concertations de femmes et tout cela pour aborder la question du manque de filles dans les salles de classe. Nous avons également travaillé sur le volet d'affectation des enseignants et nous avons entendu de la part de populations qui souhaitaient avoir notre accompagnement suite aux résultats dans ces établissements. Pour ce qui était de l'efficience interne, nous avons bien identifié les résultats d'apprentissage souhaités, mais nous avons choisi une seule variable et c'était le taux d'abandon scolaire. Nous avions des très faibles niveaux d'élèves qui restaient à l'école, alors que nous avons pu atteindre ce niveau de 80,5% d'élèves scolarisés suite à ces interventions. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos parties prenantes et nous avons mis l'accent sur les salles de classe et les enseignants et la formation de ces enseignants, tout en fournissant des formations à l'ensemble des acteurs dans le but de renforcer les capacités de tous les acteurs clés dans ce secteur. Dans la phase de conception du projet, nous avons examiné la part variable et le lien entre la part variable et la part fixe. La part fixe est un fonds supplémentaire pour un projet du GPE qui est financé par différents bailleurs de fonds. Il s'agit de programmes axés sur le renforcement des capacités et cela permet de mettre en place des liens entre les différents éléments
de ces programmes. Lors de la phase de conception de ce projet, nous avons préparé une espèce de modèle afin de pouvoir suivre, d'assurer le suivi de ce projet. Nous avons proposé une formation à l'intention de ceux qui sont chargés de la mise en œuvre du programme. Nous avons réussi en ce qui concerne les indicateurs servant de base pour le décaissement. Mais nous sommes en train de finaliser d'autres indicateurs d'ici le mois de juin afin de satisfaire 85% des DLI que nous avons fixés en tant que cible. Mais il y a parfois des défis en ce qui concerne la part variable. C'est une nouvelle modalité pour l'Éthiopie, surtout pour le secteur de l'éducation. C'était un nouvel exercice et nous avons dû élaborer, définir notre vision. L'introduction de cette modalité dans le système, eh bien, c'est un défi que nous devons relever. Nous devons assurer le suivi de cette approche. Pour les données, la qualité des données était très faible. Et ça, c'est notre défi qu'il faut souligner. Nous sommes un pays en développement. Certaines capacités sont limitées. Il y a des contraintes en ce qui concerne la collecte des données. D'où le problème de la qualité des données que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a d'autres contraintes en termes de nos capacités au niveau fédéral et au niveau des écoles. Certaines contraintes existent, mais pour surmonter ces obstacles, nous avons proposé et participé à des échanges de connaissances avec d'autres pays et avec d'autres secteurs, dont le ministère de la Santé. C'était l'un des ministères qui a travaillé avec nous et nous avons pu tirer des enseignements grâce à ces échanges. Nous avons mis en œuvre ces projets et nous avons tiré certains enseignements. Il faut mettre en place un programme de renforcement des capacités avant la mise en œuvre de nos projets. Il faut améliorer la qualité des parties prenantes, surtout au niveau régional, pour faciliter la participation de ces acteurs. Il faut améliorer la participation, renforcer la participation de tous les acteurs au niveau des éclos. C'est essentiel dans toutes les phases de la mise en œuvre du projet. Le groupe de travail tech doit participer de façon active également. Cela permet d'atteindre les objectifs fixés. Il faut également améliorer la qualité des données. Il faut recevoir des données de manière régulière de la part des écoles. Et ça, c'est un enseignement très important. Il faut proposer des activités qui sont très détaillées. Il faut bien définir les rôles et les responsabilités. Sinon, il est impossible d'atteindre tous les objectifs et tous les DLI. Et je vais m'en tenir là. Merci. Victoria, merci beaucoup de votre exposé. Vous avez évoqué des questions très importantes et vous avez souligné le processus participatif qui vous a permis d'identifier les indicateurs et les DLI. Vous avez mis l'accent sur l'importance des données. Il faut recevoir des données de qualité et dans les meilleurs délais. Et vous avez tiré des enseignements
de l'expérience du secteur de la santé également, ce qui est très important. Et il faut définir les rôles et responsabilités des différents acteurs chargés de la mise en œuvre. Je vous remercie encore une fois et je propose maintenant de passer la parole à nos collègues de la Banque mondiale, Octavio et Jessica, qui, tous les deux, ont beaucoup d'expérience en ce qui concerne le financement basé sur les résultats dans le secteur de l'éducation, avec REACH et aussi avec les projets de la Banque mondiale. Bonjour, ici Jessica, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je propose de décrire le fonds fiduciaire qui s'appelle REACH. À l'instar des autres organisations multilatérales, on adore les acronymes à la Banque mondiale et REACH, c'est un acronyme. Cela veut dire les résultats pour tous les enfants. Nous sommes un fonds fiduciaire financé par les gouvernements de l'Allemagne et des États-Unis, entre autres. L'idée est de produire des résultats basés sur produire des résultats pour l'éducation. À l'instar du secteur de la santé, les bailleurs de fonds s'intéressaient à cette question, c'est-à-dire obtenir des faits probants, des données afin de mieux comprendre les expériences dans le secteur éducatif dans les différents pays. Dans le cadre de REACH, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles et qui se trouvent sur notre site Internet. Nous allons partager cet exposé avec le lien à ce site. Il y a une bibliothèque avec tous les DLI des projets de la Banque mondiale. Je pense qu'il y a plus de 300 DLI dans cette bibliothèque, sans porter de jugement. Il ne s'agit pas de dire si c'est un DLI efficace ou pas. Ce sont juste des exemples qui permettent aux différentes équipes de voir les différents projets. Nous avons récemment terminé un examen avec Octavio, mon collègue. Il s'agit des informations portant sur le financement basé sur les résultats dans le domaine de l'éducation. Et cet examen a été réalisé de la point de vue des bailleurs de fonds, d'un point de vue bilatéral. Nous avons posé des questions à différents directeurs et à différents acteurs tels que la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, ainsi que d'autres acteurs. Nous avons fait une série d'enquêtes et nous souhaitons mieux connaître la situation des différents pays. Le Bénin et l'Éthiopie ont présenté leurs propres expériences. Il faut capter ces expériences et partager ces informations avec d'autres pays. Nous sommes à votre disposition pour toute question que vous avez, surtout concernant les interventions précises que vous souhaitez entamer. En ce qui concerne mon exposé, je vais expliquer l'examen que j'ai réalisé avec Octavio. Il s'agit d'une analyse des DLI. Mais avant cela, je présente un aperçu de cet examen. Nous avons examiné 4 niveaux de parties prenantes dans le système éducatif pour lesquels il y a des incitations. Il s'agit d'enseignants. Nous avons étudié des incitations qui existent pour les enseignants. Si ce thème vous intéresse, il y a des éléments d'information dans notre bibliothèque. Il y a une autre section portant sur les élèves et les familles. Nous avons également étudié les transferts
de fonds pour les familles et pour les élèves. Pour les écoles, c'est une autre section. Nous avons étudié les financements basés sur la performance. Cela existe depuis déjà un certain temps dans beaucoup de pays, mais on s'intéresse maintenant à la performance, aux résultats. Nous avons financé un certain nombre d'études qui examinent les résultats de ces financements et des problèmes liés à la conception. Il y a également l'aide basée sur les résultats et il s'agit d'un financement accordé au gouvernement. Et ça, c'est la dernière section de cette bibliothèque. Est-ce que vous pouvez sauter et mettre la diapositive sur l'écran? En ce qui concerne le financement basé sur les résultats et les gouvernements, il n'y a pas beaucoup de recherche académique en la matière. Dans notre examen, nous avons réalisé une enquête des institutions multilatérales et bilatérales. Nous avons posé des questions à leur personnel et nous avons fait des entretiens avec des praticiens du financement basé sur les résultats. Il y a 3 parties dans cette section. Le choix du financement basé sur les résultats, les différents critères que les équipes et les pays doivent examiner. Il faut avoir un engagement politique et c'est le cas pour n'importe quel instrument financier, pas uniquement le financement basé sur les résultats, mais on oublie souvent cet élément, l'importance de la volonté politique. Mais tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Il faut avoir cet engagement, il faut avoir la volonté politique nécessaire. Il y a aussi l'efficacité en termes de coût. On veut obtenir la meilleure valeur pour son argent et je pense qu'il faut faire davantage de recherche. Il y a aussi des risques. Il y a plusieurs risques, dont un risque financier quand les fonds ne sont pas décaissés. Si vous n'atteignez pas un objectif, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas le financement nécessaire pour atteindre un objectif ou une cible, y a-t-il des dispositifs en place? À la Banque mondiale, il y a la possibilité de décaisser des fonds au préalable pour atténuer ce genre de risque. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les acteurs qui interviennent, mais c'est une possibilité. Et enfin, c'est le contexte. Il faut examiner les capacités et les différents systèmes dans les pays. Pour les capacités, un pays à faible revenu n'est pas forcément faible en termes de capacité, car il y a un certain nombre de pays à faible revenu qui ont réussi en ce qui concerne le financement basé sur les résultats. Il s'agit de faire en sorte que tous les acteurs à tous les niveaux comprennent ce mécanisme du financement basé sur les résultats. Cela permet d'assurer la transparence du processus et des incitations. En termes des systèmes dans les différents pays, il y a le système EMIS pour la gestion des informations et un deuxième système. David l'a évoqué tout à l'heure. Il faut être capable d'identifier des dispositifs de décaissement de fonds. Au niveau de la Banque mondiale, on voulait mettre en place des incitations à un certain niveau pour les écoles, mais certaines écoles n'ont pas de compte bancaire. Alors, comment mettre en place de telles incitations? À ce moment-là, on décide d'envoyer des fonds au directeur de l'établissement, mais comment faire en sorte que le directeur utilise les fonds comme il faut? Je passe maintenant à la planification et à la conception. Il y a ce qu'on appelle une espèce de cascade des incitations. Parfois, c'est le ministère de l'Éducation qui est responsable de telle ou telle initiative, mais c'est le ministère des Finances qui gère les fonds. Et je pense qu'il faut bien expliquer les rôles et les responsabilités. Il faut assurer une bonne communication pour que tout le monde comprenne ce système d'incitation. Il faut assurer une certaine transparence également.
Ensuite, il faut sélectionner les indicateurs et déterminer le niveau de financement. C'est à la fois un art et une science. À quoi ressemblent les DLI? Nous avons écouté les exemples du Bénin et de l'Éthiopie. Nous avons fait une analyse des 300 DLI qui ont été utilisés dans les projets de la Banque mondiale. Et mon collègue Ottavio va présenter les différentes caractéristiques de ces DLI. Merci Jess. Ici Octavio. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je vais expliquer l'analyse des DLI que nous avons réalisée en ce qui concerne le financement basé sur les résultats et les gouvernements. Il est parfois difficile de choisir les indicateurs. C'est le cas pour tout le monde. Nous avons fait une enquête auprès des praticiens du développement et le fait de choisir des indicateurs est le défi commun pour tous les praticiens. En ce qui concerne la conception d'une intervention du financement basé sur les résultats. Et pourquoi est-ce si difficile? Ce n'est pas du tout facile de choisir les indicateurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. On peut choisir n'importe quel indicateur. Nous avons pris un échantillon de 300 DLI, des projets réalisés au cours des 10 dernières années. Il y a des DLI liés aux intrants, aux données, aux évaluations, à l'assurance qualité, entre autres, ou même pour les acquis scolaires. C'était le cas dans certains des exposés. C'est la raison pour laquelle il est parfois un peu difficile de concevoir un projet. Quel est le point de départ? Nous avons examiné cette question et nous avons étudié plusieurs thèmes. Nous avons repéré certaines tendances en ce qui concerne les DLI. Par exemple, il s'agit d'à peu près 20 millions de dollars. Ça, c'est pour un DLI typique. Certes, les coûts varient. 25% des DLI sont de 12 millions et 25% dépassent 341 millions de dollars. Mais il y a beaucoup de variétés. D'autres représentent à peu près 40 millions de dollars. Donc il y a beaucoup de diversité en ce qui concerne ces DLI et en termes du nombre des DLI par projet. Mais avant de parler de cela, il y a beaucoup de diversité en ce qui concerne les coûts des DLI, comme je viens de le dire, mais il y a beaucoup de systèmes dans lesquels il y a différentes approches pour fixer ces coûts, pour déterminer la valeur et pour répartir les fonds de manière équitable parmi tous les DLI. Et certaines équipes choisissent des méthodes pour différentes raisons. Normalement, il y a des techniques qui sont plus faciles pour cette allocation. Et parfois, c'est parce que c'est plus facile de concentrer l'ensemble des fonds pour certains DLI qui sont plus faciles à atteindre. C'est ce qu'on a vu dans l'exposé que nous venons d'entendre ce matin. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est de rater un DLI et ensuite de perdre 75% de ces allocations parce qu'on avait tout concentré sur ce DLI précis. Et donc, il faut toujours essayer de répartir de manière équitable ces allocations. Certaines équipes décident également
d'affecter les coûts en fonction d'une valorisation perçue, c'est-à-dire certaines valeurs que l'on accorde à certains indicateurs en fonction d'une perception toute simple et non pas d'une étude profonde. Et donc il faut parfois aller plus loin. On pourrait également se laisser orienter par le coût pour ensuite déterminer quelle sera l'allocation pour chaque daily. Pour parler du nombre de daily, normalement il y en a 6 en moyenne dans les projets. Dans les 25% inférieurs, il y a 5 ou moins daily. Mais normalement, ce que nous avons vu, c'est que dans les cadres, il faut essayer de ne pas rendre trop complexes ces cadres. Comme nous avons dit ce matin, peut-être que la cascade et cette technique de cascade est importante, mais il faut comprendre en fait comment seront alloués ces fonds. Mais parfois, c'est compliqué de savoir quels sont les délits les plus importants et ceux qui sont moins importants. Donc, il faut être transparent également dans l'identification. Donc, 95% du financement de les projets, normalement, est basé sur les résultats. Cela veut dire que 5% n'est pas de ce genre. Donc, normalement, c'est les 5% qui vont à l'appui technique. Nous avons, par contre, considéré que l'assistance technique est essentielle. Et parfois, quand il faut faire une refonte d'un système ou de grandes évolutions dans certains systèmes, cette assistance technique s'avère beaucoup plus importante. La plupart des daily, dans ce que j'ai pu étudier, j'ai vu qu'il y avait des résultats intermédiaires. Il y a certains bémols, mais je vais peut-être les évoquer dans la prochaine diapo. Ici, nous avons quelques points assez curieux. Ici, nous voyons le nombre de décaissements par indicateur dans la position des chaînes de résultats et des indicateurs. Ici, ce qui surprend, c'est que il y a pas mal de daily qui sont des indicateurs de processus. Et ici, je sais que tout le monde est conscient du fait que beaucoup de résultats et de résultats intermédiaires supposent des conditions préalables. Et donc, parfois, il peut s'agir de procédures qui entraînent aucun décaissement pour le daily, et pour les cibles qui sont plus faciles, cela peut permettre aux bénéficiaires de faire des avancées plus facilement. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir un daily qui soit massif pour un résultat, comme si c'était la seule manière d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle certaines équipes ont affecté différents montants d'argent à des dimensions distinctes d'avancée et de progrès dans les indicateurs. Ensuite, il y a également une question de nomenclature. Nous avons décidé d'une définition très concrète de résultat final ou définitif, comme étant par exemple l'employabilité ou l'emploi décroché ou certains résultats d'apprentissage. Mais il y a une certaine réticence parfois dans des équipes où on ne veut pas attribuer une certaine qualité d'emploi à l'atteinte de daily, parce que cela pourrait entraîner des résultats un peu plus problématiques. J'attends la prochaine diapo. Ah, voilà, la voilà. Alors, comme je disais, il y a un rôle à jouer pour les daily dans toutes les positions. Normalement, même dans le financement basé sur le résultat, le FPR, c'est ce que nous avons vu dans notre base de données. On a vu l'obtention de manuels scolaires
ou comme intrants. Nous avons des processus qui sont incorporés dans beaucoup de nos opérations de FBR, et c'est souvent parce qu'il y a une actualisation des cursus pour les examens ou d'autres dimensions qui ne sont pas très coûteuses, mais qui sont tout à fait essentielles, car même si ce n'est pas des résultats, ce sont des composantes clés du projet dans son ensemble. Les résultats intermédiaires constituent ce qu'on voit comme des produits, ou des extrants, ou des résultats définitifs. Et alors maintenant, sur cette prochaine diapo, ce que vous voyez, c'est que nous avons demandé à nos professionnels et nos spécialistes de nous parler de ceux qui, à leur avis, devaient être bénéficiaires d'incitation. Normalement, on a vu différentes catégories qui ont été présentées, mais surtout qui portaient sur les résultats définitifs. Nous allons sauter la prochaine diapo parce que Dave a déjà parlé des différentes manières dont on peut obtenir des fonds. Mais ici, nous avons un exemple de cette chaîne de résultats, ce à quoi cela peut ressembler, ou des daily concrètement. Normalement, cela repose sur une thématique, donc cet examen final de fin d'année. Donc on parle de la mise en œuvre de cet examen et ensuite on va faire fond sur cette ligne de base d'une manière qui soit réalisable et considérable. Il y a différents types de daily. Parfois, il s'agissait de processus et l'exécution de plans d'action, mais il y avait des daily liés à des résultats intermédiaires où, une fois que l'examen a été passé, on diffuse les résultats. C'est ce qu'on avait à Bangladesh, par exemple. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs composantes qui peuvent donner la réussite qu'on cherche dans la chaîne de résultats. Et alors, je vais demander à Jess de conclure notre présentation, donc je lui redonne la parole. Merci, Octavio. En ce qui concerne la sélection et la tarification des indicateurs, là, nous avons des données que nous avons analysées en fonction des informations provenant de la Banque mondiale. Et donc, voici les tendances que nous avons réussi à identifier. Je pense que les autres expositeurs ont également évoqué les dernières composantes de ce récit, c'est-à-dire le côté de mise en œuvre, ce qui peut être difficile, surtout pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, surtout par rapport au prix et au coût de mise en œuvre qui peut être très élevé. Ce que nous avons tendance à voir, c'est que la première étape de vérification est réalisée par des tierces parties, parfois des cabinets internationaux qui peuvent être très coûteux. Mais il y a souvent des avantages à investir en amont dans cette vérification si on associe un organe national à ces cabinets. Dans certains projets, nous avons vu l'embauche d'un cabinet pour réaliser la vérification technique, mais qui avait demandé un appui technique également d'un organe national, où parfois il s'agissait d'université ou un département financier et économique au sein d'une université qui avait donc ses capacités nationales pour faire le suivi et l'évaluation. Il y a eu parfois des délits qui étaient liés à la vérification et au Népal, c'est ce que nous avons vu. Et maintenant, l'État népalais a un système sur lequel on peut faire confiance, surtout en ce qui concerne la réforme de déconcentration des pouvoirs publics. Pour ce qui est des personnes qui trichent, en fait, il n'y a pas beaucoup de preuves de ces actions néfastes.
je pense que ce que nous voyons le plus souvent, ce n'est pas forcément des acteurs qui trichent, mais plutôt des pays qui vont mettre l'accent uniquement sur les daily et non pas au cadre de résultats. Alors là, je pense que nous avons une question plutôt d'équilibre entre les résultats essentiels que nous souhaitons voir et un examen de toute la chaîne de résultats pour essayer de trouver cet équilibre et d'atteindre l'ensemble des indicateurs. De notre côté, nous mettons toujours l'accent sur l'appui technique et la qualité de la mise en œuvre. Si quelqu'un choisit un résultat comme un certain nombre d'enseignants formés, il faut également veiller à ce qu'il y ait une qualité qui soit incorporée dans la formation de cet enseignant pour que ces enseignants puissent par la suite être mieux préparés et préparer de meilleurs cours. Et j'estime que par le biais d'une assistance technique provenant de pays donateurs et des partenaires donateurs, on pourrait éventuellement atteindre ces objectifs. Voici ce que nous avions à partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Jessica, pour cet aperçu de vos différentes activités par rapport au financement basé sur les résultats. Et nous avons apprécié ce que vous avez évoqué par rapport à l'examen de l'ensemble de la chaîne de résultats. Et vous avez également évoqué l'importance d'une communication forte entre les différents acteurs pour mieux comprendre quelles sont les responsabilités des acteurs et pour pouvoir mieux contribuer à mettre en œuvre ces incitations en cascade. Vous avez également évoqué la collaboration des pays avec des institutions nationales dans le cadre d'un renforcement des capacités et dans le monde universitaire pour obtenir de meilleures statistiques et autres. Donc je pense que c'était des éléments très importants à souligner. Merci Jessica d'avoir parlé également des DLI, la sélection des DLI et les processus qui font partie de cette sélection. Maintenant, nous allons passer à la dimension questions-réponses. Nous avons reçu pas mal de questions sur Internet. Donc, je vois que dans vos réactions, vous avez tiré énormément d'informations de ces exposés. Je vous incite à continuer de poser vos questions sur Internet et nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions possibles et en vous demandant également d'indiquer votre nom et votre institution. Jean-Jacques, je pense, avait demandé l'éclaircissement il est rattaché à l'IDEA ou les IDEAs, et je parle sous votre contrôle, Jean-Jacques, et il avait demandé de préciser les Daily Lively que Jessica avait évoqué. Et là, c'est plutôt la bibliothèque de Daily. La bibliothèque de Daily qui est disponible sur Internet et nous allons envoyer les liens par courriel suite à cette séance. Augustine Campo a également posé une question. Beaucoup, Jessina, pour la présentation sur les FBR, mais la manière dont les FBR sont appliqués pour les élèves et les familles, comme vous avez dit dans votre exposé, parler de leur rôle et de leurs responsabilités au sein du FBR, mais en fait, en quoi est-ce que cela consiste vraiment? Quel est ce rôle concrètement dans le cadre de ce processus? Et c'est une question à l'intention de REACH. Merci pour votre question. Bon, je vais essayer de préciser davantage l'identification de ces critères et Octavia, je vous demande de bien vouloir compléter. Normalement, nous sommes servis des documents qui parlaient de ce qui était des transferts de fonds conditionnels. Et normalement, cela porte sur des incitations à l'intention des parents d'élèves. C'est-à-dire que, par exemple, si un parent d'élève envoie sa fille à l'établissement scolaire, elle allait recevoir les subventions. Nous avons étudié également des...
Donc je reprends. Nous avons étudié les incitations à l'attention des filles pour réduire le taux d'abandon scolaire chez les filles, ce qui a connu une certaine réussite. Et je ne pense pas que nous disposions de suffisamment de documents pour en savoir plus par rapport aux résultats finaux de ces actions. Ce sont des activités d'incitation que nous avons vues dans le cadre des établissements et de financement destiné aux établissements et aux comités de direction qui normalement doivent partager l'idée par rapport à ce qui est le plus important dans l'éducation. Mais cela dépend du pays. Dans certains pays, le niveau de scolarisation est plus faible et d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a une différente appréciation de la qualité de l'enseignement et il n'y a pas eu dans certains pays des évaluations pour mieux faire comprendre aux populations quel est le rôle de l'éducation dans la vie. C'est-à-dire que parfois, on avait mis en place des programmes en partant du principe que les parents d'élèves avaient déjà tout compris par rapport à l'éducation de tous les enfants, sans passer par cette conscientisation. En Indonésie, par contre, nous avons vu qu'il s'agissait là d'une prime, où cette prime pouvait être utilisée pour n'importe quelle activité, et il n'y avait pas forcément de redevabilité par rapport à l'utilisation de cette prime. Et parfois, dans certains contextes, on voit des réclamations comme quoi les établissements ont utilisé les fonds plutôt pour le paysage, pour d'autres activités, et non pas forcément pour obtenir davantage de manuels scolaires ou pour améliorer ou mettre en place des différentes toilettes pour les garçons et les filles, par exemple. Donc voilà ce que j'avais à rajouter. Oui, je voulais rajouter également, merci Jessica, qu'il y a davantage d'informations concernant le FPR dans la section sur le site par rapport à ces activités qui sont dirigées pour des communautés. Merci. Il y a une question pour M. Atevun du Bénin. La question est de savoir quelle a été l'implication de la société civile dans le processus de vérification. Et c'est une question qui est posée par Jean-Jacques. Je ne sais pas s'il y a un problème de connectivité pour le Bénin, mais en attendant, je propose de passer la parole à notre collègue éthiopien. Je n'ai pas évoqué cet élément dans mon exposé, mais nous avons une très bonne expérience en ce qui concerne le processus de vérification. Il y a une commission qui s'occupe de cette tâche et qui a examiné différents systèmes de données. Nous avons travaillé aussi avec la Banque mondiale et la Banque mondiale nous a aidés à envoyer les rapports de vérification aux différentes agences. Ensuite, ce rapport est présenté à un groupe de travail technique composé des organisations de la société civile et des différents bailleurs de fonds et aussi des associations d'enseignants. Non, je ne crois pas. Non, pas encore. Sur cette plateforme, pour le Bénin, je suis désolée pour les collègues au Bénin. Est-ce que vous pouvez couper votre microphone, s'il vous plaît, éteindre votre microphone? Merci beaucoup.
David, je vous pose une question. Est-ce que les pays ont l'obligation d'impliquer la société, les organisations de la société civile pour la part variable? Quand il s'agit d'établir le lien entre la part variable et le PSE, il doit y avoir un leg au sein duquel la société civile est représentée. Cela permet d'appuyer les consultations portant sur le PSE. Ce plan doit avoir un aval au niveau du pays. Dans les phases suivantes, il y a aussi le processus de la conception et l'agence de coordination et les organisations de la société civile ont un rôle à jouer. Pour la vérification, l'agent partenaire a certaines responsabilités juridiques et doivent valider les résultats avant le décaissement. Mais en même temps, le rapport de vérification doit être partagé avec le LEG, avec le groupe d'éducation locale, pour voir s'il y a des interprétations différentes. Ira Keta est une spécialiste qui travaille à Bruxelles. Elle pose la question de savoir comment choisir les normes pour mettre en place les programmes scolaires, par exemple, et où est-ce que je peux trouver ces normes. C'est une question pour nos collègues de REACH. C'est une excellente question, mais cela dépend du contexte dans un pays donné. À la Banque mondiale, nous essayons de collecter des ressources, c'est-à-dire des manuels scolaires, pour identifier des similitudes entre ces différents manuels. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse concrète. Je pense que cela dépend vraiment du pays en question, parce que les programmes scolaires diffèrent selon les pays. Il faut connaître le travail réalisé par les différents centres et les normes varient selon les pays. Il n'y a pas vraiment de normes internationales, mais je parle sous le contrôle des autres collègues. Merci, Jessica. Je vais revenir à la question sur la société civile. Pour nos collègues au Bénin, je vous invite à répondre à la question: est-ce que les organisations de la société civile ont participé au processus pour la part variable au Bénin? Je vous donne la parole. OK, merci beaucoup. Dans le dispositif de l'élaboration de la part variable pour ce qui concerne le projet du Bénin, effectivement, au démarrage, on a mis en place un comité élargi aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux organisations de la société civile. Mais en dehors de ce comité, où on a enregistré une participation forte de la société civile, nous avons le groupe local éducation également, qui valide les différentes étapes de l'élaboration du projet, notamment celles liées à la part variable. Donc la société civile. Oui. Et la société civile est membre actif du LEC qui valide les différents résultats à l'issue des travaux d'élaboration du projet. Donc voilà ce que je puis dire en ce qui concerne la participation de la société civile dans l'élaboration du processus du programme. Merci. Merci beaucoup. Je remercie les collègues au Bénin. Il y a une autre question posée par Marc-Antoine. Les indicateurs sur l'équité. Qu'en est-il de la répartition des enseignants? Est-ce
qu'une meilleure répartition permet de réduire les inégalités. Dans cette stratégie, il s'agit de bien répartir les enseignants, surtout dans les zones favorisées. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir les communes défavorisées? Est-ce que c'était sur la base des données ou des consultations? Est-ce que c'était un processus difficile? Est-ce que c'était un stretch ou une ambition pour le Bénin? Je peux répéter la question si ce n'était pas clair. Sinon, je vous invite à répondre. Merci. Oui. Merci beaucoup. Moi, c'est Marino Gomez. Je suis directeur adjoint de la programmation et de la prospective du ministère des enseignements maternels et primaires. Je crois que nous avons identifié les communes mal desservies, donc qu'on appelle défavorisées, à partir donc de la base de données, des données scolaires. La base de données statistiques donc, du sous-secteur de l'enseignement primaire. Et nous avons tenu compte donc des communes où les ratios élèves-maîtres sont au-dessus donc, de la moyenne nationale, du ratio moyen national. Et donc, on est parti donc, de ce critère-là pour pouvoir identifier donc, les différentes communes dont les ratios sont au-dessus de la moyenne nationale. Et donc, nous avons donc appliqué la méthodologie pour pouvoir donc définir donc les besoins en enseignant donc à compléter au niveau donc de ces communes qui ont des ratios au-dessus de la moyenne nationale. Je crois que le travail a été globalement fait de cette manière-là. Vous allez compléter. Je voudrais compléter en disant que cet indicateur-là mesure finalement l'écart entre la moyenne nationale et la commune qui a le plus fort ratio. Le ratio le plus élevé. Le ratio le plus élevé voilà. Élèves enseignants. Donc, l'objectif au cours de la période, je crois que c'est de réduire ce ratio-là pour qu'on n'ait pas des communes qui ont 100 élèves par enseignant pendant que d'autres en ont 40 par enseignant. Donc, je crois que l'écart maximum qu'on a retenu pour la période doit tourner autour de moins de 8. C'est-à-dire que par rapport à la moyenne nationale, aucune commune ne devait avoir un écart de plus de 8 par rapport à cette moyenne nationale. Donc, voilà comment le travail a été fait selon une méthodologie qui a été approuvée par les partenaires. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Nous avons évoqué les données pour répondre à la question sur l'équité. Et Elias, vous avez dit qu'il est très important d'avoir des données fiables. Et c'est une question que je pose à l'Éthiopie et au Bénin. Vous avez un institut national des statistiques, j'imagine. Et est-ce que cet institut est impliqué dans ce processus, surtout en ce qui concerne les données et les statistiques? Je pose la question d'abord à Elias. Nous collectons des données scolaires pour les fins de planification et de conception de nos projets. Il faut avoir certaines informations de base. Et pour ce faire, il faut avoir des systèmes de données fiables. Il faut respecter des normes minimum en la matière. Par exemple, pour les délits liés au taux d'abandon. Et pour réduire ce taux, dans les meilleurs délais, il faut assurer une collecte permanente des données pour se servir de ces données pour nos différentes interventions. Ce qui plus est, dans la phase de la mise en œuvre,
pour les délais, dans certaines zones, il y avait des problèmes d'inondation et de sécheresse. C'était des risques et il fallait obtenir des données sur ces risques. C'est surtout le cas pour la part variable. Il faut avoir en permanence une collecte de données. Alors, qu'en est-il de l'Institut national des statistiques? Joue-t-il un rôle dans ce processus, dans la collecte de données? Oui, en effet. Et pour les collègues au Bénin? Oui, merci. Et au niveau du Bénin, il y a un recensement annuel donc, qui se fait chaque année. Et donc, nous avons les données mises à jour tous les ans, donc en temps réel. Et nous avons notre base de données pour le sous-secteur au niveau des différents ministères en charge de l'éducation. Donc, les données existent, le recensement se fait, les données sont traitées, la base est disponible et la base est actuelle. Donc, il n'y a pas de retard dans la production donc, des données au niveau des ministères en charge de l'éducation. Voilà. Et donc, nous utilisons ces données pour faire donc, les différentes prévisions et le calcul des différents besoins que nous avons. Je vous remercie. Oui, tu veux compléter? Je voudrais compléter, c'est parfait. Baudouin, directeur adjoint de la programmation et de la prospective au niveau du ministère en charge de l'enseignement secondaire. Je voudrais compléter pour parler du rôle de l'Institut national de statistique, pour dire que l'Institut national de statistique valide la méthodologie que nous mettons en place pour pouvoir collecter les données et les traiter, en ce sens que l'Institut national de statistique nous impose de venir vers eux pour faire valider la méthodologie de la collecte des données. En retour, l'Institut nous donne un sceau statistique en guise de validation de la méthodologie. À part cela, il faut dire que nous recourons à cet institut pour avoir les données de population, les projections de ces données de population, et pour pouvoir permettre de calculer les taux de scolarisation, les différents indicateurs qui nécessitent l'utilisation des données de population. Voilà ce que je voudrais ajouter pour le cas du Bénin. Merci. Merci. Merci beaucoup pour les collègues au Bénin. Je passe à la question suivante. Une précision pour Jessica et Octavio. Vous avez évoqué le risque et les différents indicateurs. Et dans l'exposé du Bénin, vous avez dit que c'est un risque, que c'est difficile de répartir le financement entre tous les indicateurs. Il y a peut-être une contradiction, mais j'invite Octavio à préciser. Octavio, je précise, je ne voulais pas préconiser une seule bonne pratique et nous n'avons pas de ligne directrice en la matière. C'était plutôt une observation. Si on accorde un financement plus important à certains DLI, cela peut être un problème dans certains cas, mais ce n'est pas forcément une contradiction. Ce n'était pas du tout une contradiction avec les propos de nos collègues du Bénin, mais j'invite nos collègues au Bénin de compléter si jamais on a mal compris vos propos en ce qui concerne l'attribution du financement aux différents DLI et si cette répartition était jamais un problème pour vous. Je crois que peut-être que la présentation a été mal
comprises. Le problème que moi c'est Yacinthe Baye, je suis chargé de programme éducation Banque mondiale. Le problème que nous avons eu, ce n'est pas un problème de répartition entre les 3 indicateurs, mais à l'intérieur des indicateurs, il y a eu plutôt des va-et-vient. C'est-à-dire que si on retient par exemple 2 millions pour un indicateur, comment le répartir par année. Au départ, on avait réparti ça sur des activités, mais par la suite, on a compris que la mesure sera compliquée et on a fini par retenir une règle de proportionnalité par rapport à l'atteinte des indicateurs. Par exemple, si je dis qu'un indicateur doit passer par exemple de 60% à 90% à la fin de la période, peut-être en première année, l'indicateur va passer de 60 à peut-être 70%. Donc, on a fini par retenir une règle de proportionnalité pour pouvoir répartir ces indicateurs entre les années plutôt que de regarder à côté les activités qu'on exécute. C'est ça un peu qu'on a voulu dire. Donc, c'est finalement ce qu'on a fait pour 2 des 3 indicateurs qui peuvent être calculés proportionnellement aux résultats attendus. Par contre, pour le 3e indicateur, où on a mis des sous-indicateurs, on a regardé un peu de près les activités qui peuvent être menées et les résultats qui peuvent être atteints pour fixer le montant de ces indicateurs-là. Donc, voilà un peu ce qu'on a voulu dire. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci aux collègues au Bénin. Et je remercie tous les participants. Je remercie ceux qui ont fait des exposés. Je remercie également tous les participants. Je vais clôturer la séance. Je sais qu'il y a d'autres questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Je propose de faire une synthèse de cette séance. La part variable est une nouvelle modalité pour le GPE et pour le secteur éducatif dans son ensemble. On a mis l'accent sur l'importance de la participation, de la communication et de la transparence. Il faut lutter contre les systèmes qui permettent à certains acteurs de tricher en ce qui concerne le transfert des fonds. Nous avons évoqué l'importance des différents indicateurs, le renforcement des capacités. Il est très important de tirer des enseignements des expériences des différents pays pour voir si ce sont des expériences, si ce sont des réussites en ce qui concerne la réalisation des objectifs. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne journée.